public qui a été mis en place pour appuyer, aider les associations. C'est les structures d'utilité sociale employeuse. Donc parmi elles, on va trouver les associations en très très grande partie. On va trouver les coopératives à finalité sociale, dont on parlera un petit peu tout à l'heure, et puis les structures d'insertion par l'activité économique qui ne seraient pas sous statut associatif. En Haute-Saône, elles sont quasiment toutes sous statut associatif. Donc voilà, c'est un appui apporté vraiment à la demande des associations. L'association, elle fait la démarche de venir voir le DLA parce qu'elle a envie d'avoir un regard extérieur, parce qu'elle a une difficulté ou parce qu'elle a un projet de développement. On peut intervenir dans les deux cas. Et on va travailler, donc moi je vais rencontrer les bénévoles et les salariés, enfin les dirigeants, je vais rencontrer en général la direction et puis le conseil d'administration de l'association, je ne peux pas rencontrer tous les salariés, pour vraiment travailler sur un état des lieux de l'association et voir ensemble les points forts et les points faibles. L'idée c'est que si l'association vient me voir avec une difficulté, il faut qu'on travaille sur la cause. Ça paraît logique, mais voilà, s'il y a un problème financier avec un déficit récurrent, il faut qu'on voit pourquoi. Ça ne sert à rien de combler le trou si derrière on n'a pas travaillé sur la cause, parce que le problème va revenir. C'est tout ce travail, le fait que le regard extérieur que je peux apporter est bien utile aux associations. Voilà, je voulais vous donner l'exemple des centres sociaux de Luxeuil qu'on a accompagné donc jusqu'au rapprochement. C'était pas l'entrée avec laquelle on a travaillé ensemble au début, on a travaillé ensemble depuis 2012. Donc en 2013, on a accompagné le centre social du Leclerc pour redéfinir son projet. Et ensuite, on a accompagné le centre social Georges Desclés. Donc tous les deux, on a redéfini leur projet, parce qu'un centre social, il doit répondre à la demande des usagers, des habitants. Il doit avoir un vrai projet qui répond aux besoins. Donc on a travaillé sur le projet de chaque centre social. Et ensuite, on a travaillé ensemble pour voir comment ils pouvaient se rapprocher. Et finalement, ils ont décidé d'aller à la fusion. Et ça a abouti en début d'année 2015 avec les deux assemblées générales qui ont voté la fusion. Donc voilà, ça a pris 2 ans, presque 2 ans et demi. C'est pour vous dire que c'est un accompagnement. Ce qu'on peut faire avec le dispositif local d'accompagnement, c'est du sur-mesure et ça peut durer un petit peu de temps. Et un dernier petit point sur U3A, donc l'association qui porte le dispositif local d'accompagnement en Haute-Saône depuis 2009. Un collectif de 9 associations ayant pour objet de représenter les associations actrices de l'économie sociale et solidaire en Haute-Saône, de les accompagner. Donc, font partie de U3A, je vais quand même les citer, la Fédération ADMR, AMI 70 qui fait de la formation linguistique, l'ADAPI, l'Association de la sauvegarde, le Comité olympique et sportif, la Fédération des familles rurales, la Fédération des maisons familiales rurales, la Ligue de l'enseignement FL 70 et l'UDAF. Donc, forcément des noms qui vous parlent, je pense. Voilà, donc ces structures se sont mises ensemble en disant c'est pertinent que ce soit des associations qui portent le DLA parce qu'on s'adresse aux associations et en même temps on pourra en profiter pour faire des choses en plus. Donc chaque année on traite d'un sujet, souvent sous forme de conférence. On a parlé de la mutualisation, on a parlé de la trésorerie, on a parlé de la fonction employeur. Et là, la dernière conférence qu'on a faite, c'était au mois de juin 2015 avec le préfet de Haute-Saône, juste avant qu'il s'en aille, que ce soit sur les relations entre associations et collectivités, et justement la loi économie sociale et solidaire, qu'est-ce qu'elle change pour les associations. Voilà. Je vais m'arrêter là. Tant pis pour la loi et ce qu'elle change pour les associations. Oui, parce que si vous voulez en savoir plus, je vous en dirai plus après. Voilà. Je vous redonne la parole pour... oui, puis je vais aller vite aussi, je vais sauter quelques flyers parce que je comprends. Simplement, toujours dans le SS, ce qui est important, c'est que nous avons, souhaité un certain nombre de réseaux départementaux, créer U3A, parce que c'est un collectif de réseaux d'associations départementales. On avait déjà, alors je vous le rappelle parce que je pense que c'est oublié dans la mémoire des personnes, été un département pilote pour tester, on avait monté toujours dans des réseaux départementaux, ADPI, Sauvegarde, ADMR, entre autres, UDAF, on avait créé une association qui s'appelait Accès, site pour la vie autonome,
Et c'était l'association qui a permis 3 ans après la création de la Maison du Handicap, qui est maintenant sous responsabilité évidemment du conseil départemental, mais on avait bien utilisé, on sollicité, puisqu'on était volontaire, le secteur associatif pour tester la collaboration nécessaire entre les différentes administrations. C'est même un comble, hein, c'était bien l'association qui a permis qu'il y ait des liens entre les différents instructeurs de dossiers liés à l'handicap. Et maintenant, les choses sont bien en place. Mais il faut tout de même le rappeler que de temps en temps, le secteur associatif peut être un tremplin par rapport à une institutionnalisation des services proposés. Donc je vous le rappelle, parce que c'était même un succès au niveau de la Maison du Handicap en Haute-Saône. C'est souvent que les initiatives associatives ont donné des politiques publiques voilà. Ensuite. Le handicap, il y a tout un tas d'exemples comme ça. Bien. Alors, on va aller rapidement. Là, du coup, je vais pas aller sur tous les... On va ta petite souris. Un petit focus aussi sur les coopératives. Hein. Donc, on avait un petit film sur les scopes. On va peut-être pas le passer. On le passe? Non, hein, parce que bon, c'était un petit film sympa, tout de même. Faut demander peut-être 3 minutes. 3 minutes. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Bon. Ça va vous donner oui, bon. de travailler dans les... Il y a un consensus pour le oui. Bon. Très bien. On est désolé, on n'aura pas géré le temps. Ah, c'est des choses qui arrivent. Oui. Au fait, ta création d'entreprise, t'en es où? Mon projet ne correspond pas au monde actuel. Pourquoi? Tu sais, ça me fait penser... Parce que moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est me lancer dans un projet d'entreprise, mais avec un état d'esprit différent. Et des salariés qui se sentent impliqués, tu vois. Oui, bon, d'accord, mais tu sais, tu pourrais Mais peut-être... non, tu sais bien qu'il n'y a plus que le profit qui compte. Ça fait bien longtemps que l'humain n'y a plus sa place. Oui, mais quand même, En regarde... fait, tu sais ce qu'il faudrait? C'est inventer une nouvelle gestion de l'entreprise, tu vois, où l'argent serait juste un carburant, oui voilà, un moyen au service de l'entreprise qui permettrait de développer l'activité de façon responsable, de créer des emplois et surtout de faire en sorte que toutes celles et tous ceux qui y travaillent progressent ensemble et en profitent ensemble. Oui, une SCOP, quoi. Une SCOP? Une société coopérative et participative. Comme toutes les entreprises, une SCOP doit être rentable pour se développer et pérenniser ses projets. Mais elle a le cœur démocratique. S'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir un petit tableau? Le tableau pour la 3. Merci. Bon, je t'explique. Le statut SCOP s'adapte à toutes les entreprises et repose sur 4 grands principes. Primo, les salariés de SCOP sont maîtres à bord de leur entreprise. Ils peuvent accueillir des associés extérieurs, mais sont toujours majoritaires au capital. Secondo, comme toutes les coopératives, la SCOP repose sur le partage équitable du pouvoir, des risques, de l'information et bien sûr des profits. Les grandes décisions sont votées en assemblée générale selon le principe « une personne égale une voix ». Tertio, la mise en commun des compétences et des savoir-faire au service d'un projet, quel que soit le métier et quelle que soit la taille de l'entreprise. Le but est de la faire durer pour les salariés comme pour les générations futures. Enfin, si bien sûr une coopérative peut se développer à l'international, son centre de décision reste là où elle est née. C'est par définition une entreprise du territoire. Mais si ton projet est plutôt d'utilité sociale, qu'il s'inscrit dans le développement local comme l'environnement, la culture, les énergies, la santé, il y a la SIC, Société coopérative d'intérêt collectif. Les mécanismes sont les mêmes que pour les SCOP, sauf qu'elle permet d'associer au sein de ton entreprise tous les acteurs d'un projet. Les salariés, les bénévoles, les collectivités ou encore les bénéficiaires. Ah, ok. Et si on est tout seul, ça marche aussi? Bah oui, bien sûr, en devenant salarié d'une CAE, coopérative d'activité et d'emploi. Tu peux tester ton projet quelle que soit ton activité. Tu auras une fiche de paye et la CAE se charge de la paperasse, la comptabilité, bref, de quoi développer sereinement ton activité tout en étant entouré par des professionnels et un réseau de créateurs comme toi avec qui échanger. Ah ben oui, alors je voulais savoir justement comment on fait. Les SCOP, c'est un véritable réseau présent dans toutes les régions. Ils sont là pour t'aider. Ils t'accompagnent dès le démarrage de ton projet et ce tout au long de son développement. Ils t'apportent leur expertise coopérative, juridique, stratégique ou commerciale. Des formations adaptées à tes besoins et à ceux de l'entreprise. Voilà.
Alors, des questions? Oui, moi j'en ai une. C'est vous tout à l'heure, ça. Ah, ça, c'est une autre histoire. Ça sera pour une autre fois, je crois. Alors, oui, oui, monsieur, là. Allez, je vais essayer. Voilà, donc c'est un petit film sympa qui rappelle les valeurs, ce qui va me permettre d'ailleurs de passer au-dessus de cette affaire que j'ai préparée, puisque c'était repris à travers le film. Simplement, un petit rappel, hein, là on a parlé des scopes, qui se développent, mais plutôt, je dirais, sur, en tout cas actuellement, sur les nouvelles scopes que je peux côtoyer sur pas mal de micro-projets, d'ailleurs en intégrant, c'est intéressant, la maison, par exemple, de l'économie sociale et solidaire de Besançon, il y a une scope à Coquima qui développe, qui est plutôt sur la recherche. C'est des chercheurs de l'université qui ont créé leur scope et qui mettent leur expérience, leur savoir au service de développeurs essentiellement d'ailleurs, qui relèvent de l'ESS. Donc, je voudrais simplement rappeler les grandes familles des coopératives, et puis on arrêtera quasiment là. Les coopératives d'entreprise, donc ce sont les associés, sont des entrepreneurs, coopératives agricoles, coopératives maritimes, coopératives d'artisans, coopératives et groupements de transport, coopératives de commerçants. Donc là, ce sont des entreprises qui s'associent ensemble à travers une complémentarité, souvent d'ailleurs, de leur service ou de leur production. Les coopératives d'utilisateurs ou d'usagers, donc les associés sont les utilisateurs des biens et des services des produits, coopératives de consommateurs, coopératives scolaires. Alors elle gère peu d'argent, hein, la coopérative scolaire, un peu d'emploi, hein, aussi. Voilà, même pas d'emploi du tout. Coopérative, copropriété coopérative et coopérative d'HLM. Là, c'est vrai qu'il y a des éléments qui sont actuellement en train de bouger au niveau des coopératives de copropriété. Les coopératives de production sont les associés, sont les salariés, donc les scopes dont on vient de parler, et puis coopératives d'activité et d'emploi. On en a une en Franche-Comté. Je parle des coopératives d'emploi. C'est comment? Copilote, voilà. Les coopératives multisectoriales et sociétales, pardon, associant plusieurs parties prenantes, dont au minimum les salariés et les bénéficiaires. Donc vous voyez que d'un côté, il y a des coopératives qui, on va dire, rassemblent les producteurs, d'autres qui ne sont que sur les consommateurs, ceux qui utilisent les biens. Puis après, on a des coopératives qui associent les deux. Et puis, on a bien évidemment les banques coopératives. Je ne vais pas vous les citer, vous les connaissez. Notamment le Crédit Agricole. Voilà. C'est marrant, hein, j'ai plus besoin de trop de... Mais il y en a bien d'autres. Voilà. Donc, pour en finir, les coopératives... en quelques chiffres, hein, 487 postes salariés en Haute-Saône, dans 93 établissements employeurs. Au niveau de la Franche-Comté, ça représente 5800 postes, pardon, sur 545 établissements. 5% tout de même, hein, de l'emploi de l'ESS en Haute-Saône, c'est pas négligeable. Répartition des postes, alors vous allez voir que l'activité financière est bien représentée, ça veut dire en gros c'est essentiellement le Crédit Agricole qui emploie du personnel dans le secteur en tant que salarié. Voilà, on a donc là, l'activité financière représente 50%, l'agriculture, l'industrie et construction 13%, et puis les services divers 37%, parce que bon, ça va sur une multitude d'actions. Voilà, donc là c'est pour la Haute-Saône, mais et puis vous le voyez au niveau de la Franche-Comté, où là, sur la moyenne franc-comtoise, on est quasiment au double en ce qui concerne l'agriculture et l'industrie. Voilà. Il y a un dernier petit point que je voulais aborder avec vous, mais qui est par rapport au scope dont on a parlé. Alors, on a quelques scopes hein, en Haute-Saône, je ne sais pas si ça va vous parler. On a Bio-Saône, ça vous parle ça?
La Biocop de Vesoul. Hein, C'est pas une SCOP, c'est une SCIC. SCIC, pardon, oui, c'est vrai. C'est la seule Mais SCIC. c'est la seule d'ailleurs, oui. Mais qui relève en fait quasiment du même type de fonctionnement. On a la maison naturelle, donc là qui est sur une activité de charpente, voilà. On a une SCOP qui développe des installations de chauffage solaire, qui s'appelle SCOP NER, et puis SCOP d'architecture aussi, qui est basé à Gré. Donc on a quelques-unes comme ça, mais on voit que c'est un secteur qui est en train de se chercher. Et puis, ce que je voulais surtout vous dire, c'est que dans le cadre de la loi, il y a un élément nouveau qui est introduit, parce que on peut imaginer que pour les petites entreprises, ça soit des fois compliqué pour les salariés. J'en ai rencontré il n'y a pas très longtemps, qui ont créé leur SCOP et qui me disaient nous, on n'avait pas envie d'être patron, quoi. Hein. Ça, on avait le patron, il faisait bien son boulot, c'est lui qui avait la relation avec le client, tout le monde s'entendait bien, mais bon, le patron, il vieillissait, et puis il se disait, il était là d'ailleurs quand on discutait, et puis qu'il fallait qu'il trouve une solution. Et donc, ils se sont associés à travers la SCOP, mais a été créé dans le cadre de la loi un fonds d'amorçage. Ça veut dire que maintenant, avant, il fallait que les salariés qui voulaient créer leur SCOP amènent le capital pour acheter, normal, au patron, soit ses bâtiments, soit son outillage, ou soit il louait les bâtiments, etc. Là, aujourd'hui, on peut aller voir la banque et lui dire, ben voilà, il faut que vous nous ameniez de l'argent, parce que nous, on n'en a pas, et on a un délai de 7 ans avant de commencer le remboursement qui est à négocier. Donc vous comprenez, c'est intéressant tout de même parce que c'est un fonds d'amorçage qui est d'ailleurs alimenté dans notre région aussi par le conseil régional. Donc là, il y a une vraie volonté. Et aujourd'hui, c'est un des outils qu'il faut vraiment privilégier par rapport à la transmission des entreprises. Voilà, je ne vais pas en dire plus parce que, voilà, vous en connaissez un peu, non? Ce type d'initiative vous parle ou pas du tout? Vous connaissiez bien Ambiance Bois dans le Limousin et puis Ardelaine en Ardèche? Oui, voilà. Mais bon, elles sont exemplaires et elles le sont restées, contrairement à tout ce que vous venez de citer. Rares sont ceux qui continuent à fonctionner, hein, des salaires égalitaires. On a souvent des coopératives qui font ce choix de salaire égal. Il n'y a pas aussi un effet de gens qui prennent ce statut pour bénéficier de beaucoup d'allègements. Il y a beaucoup moins de pression pendant ces temps, il n'y a pas de... Il me semble qu'il n'y a pas de CFE, il y a tout un tas de choses. Alors est-ce qu'il n'y a pas aussi des gens malveillants ou... Quand vous voulez intéresser, disons, hein, quand vous voulez avoir une politique incitative, vous savez, c'est comme l'installation d'un médecin en zone rurale. Je veux dire, vous n'avez rien sans rien, il y a des politiques incitatives qui parfois peuvent aussi choquer. Pourquoi ne pas payer d'impôts pendant 2 ans, par exemple, quand on s'installe quelque part? Donc il n'y a pas de politique volontariste sans, au minima, à un moment donné, un accompagnement. Hein. Donc, des gens qui cherchent toujours à profiter du système, vous en aurez dans tous les domaines. Alors, il y a des vertueux, d'autres qui sont un peu moins. Des fois, je pense que ça ne parle pas forcément, parce que si j'ai cité des grandes coopératives, par exemple, je regardais encore des chiffres tout à l'heure, je me disais tout de même, dans les coopératives, on voit Édouard Leclerc, hein, qui est là, et qui a un chiffre d'affaires de 43 milliards d'euros, et puis qui a 530 adhérents. Vous avez le Crédit Agricole, le groupe Crédit, qui a 31 milliards de chiffre d'affaires, mais qui a 7 millions d'adhérents. Donc vous voyez que le plus gros, c'est la plus grosse coopérative en France, c'est Édouard Leclerc, plus grosse. Mais il a 530, enfin je dis adhérents, sociétaire, si vous voulez. Et puis, de l'autre côté, c'est le Crédit, c'est le deuxième, mais lui, il passe à 7 millions. Alors, allez-y comprendre quelque chose. Parfois, quand vous voulez justement expliquer les valeurs voilà, et nous croyons, nous, parce que c'était
un des éléments que vous souhaitiez qu'on aborde, mais on ne pourra pas rentrer bien évidemment dans le détail, mais bien considérer l'ESS comme étant les différents dispositifs existants dans l'ESS, vraiment une solution d'avenir, non pas du passé, en travers d'ancrage des entreprises dans le territoire. Et là, on est plus sur un secteur non délocalisable et avec des productions locales et en cherchant à s'associer, à se renforcer toujours au niveau d'un territoire. Et je pense que c'est tout de même ça l'avenir qu'on a devant nous. En tout cas, nous, on y croit et on a quelques exemples. Et la loi, en tout cas, sans être bien sûr parfaite, si vous en connaissez une, vous me le dites, mais permet tout de même, notamment quand j'ai parlé tout à l'heure des PTCE, de développer ces politiques territoriales en y mettant tout de même du sens. Voilà. Donc, pour en finir en conclusion, eh bien, simplement rappeler que l'ancrage des activités économiques, c'est un statut qui fait obstacle bien à la délocalisation. La création d'activités d'emploi, là où le secteur lucratif ne va pas, parce que bien souvent au départ, il se pose des questions. Alors quand ça commence à rapporter, il arrive. Hein. On l'a vu dans le secteur du service à la personne, où par exemple, ils s'installent principalement en ville, et ils disent aux associations, débrouillez-vous, hein, parce que c'est sûr qu'aller faire le soir une demi-heure à Servance pour coucher une personne âgée, ça n'intéressera pas le secteur lucratif. Ça, c'est évident. La réponse aux besoins locaux et la capacité d'innovation, un ancrage fort, comme je vous l'ai déjà dit, sur le territoire, la cohésion sociale, et puis tout de même chercher à entreprendre autrement. Voilà. Pour nous, ben, c'est un modèle à faire progresser. Je pense que vous le comprenez bien. Nous souhaitons jouer un rôle important dans le dialogue social et avec les collectivités. C'est tout l'enjeu des régionales aujourd'hui, puisque hier, par exemple, je rencontrais avec mon homologue de Bourgogne les candidats des têtes de liste aux régionales. Et la région, là, a un fort, dans la mesure où sa compétence est liée au développement économique, enfin, elle a dans ses compétences le développement économique, c'est vraiment là, pour nous, important d'aller rappeler que dans notre, particulièrement d'ailleurs sur le territoire de la Franche-Comté, mais aussi en Bourgogne, l'ESS est un facteur de dynamisme en termes de développement, notamment de l'emploi. Voilà. Le Conseil régional a d'ailleurs un service économie sociale et solidaire au sein de la direction des affaires économiques. Voilà. Alors ils nous ont tous promis qu'ils en auraient un. Hein. Moi, connaissons un peu la campagne électorale, parce que je suis dedans. Qu'est-ce qu'attend, qu'est-ce que tu attends du nouveau conseil régional? Oula, alors là, plein de Parce que choses. c'est pas que les candidats qui doivent proposer, c'est aussi écouter les gens. Voilà. Nous, ce qu'on souhaite, c'est être associé aux politiques de territoire, essentiellement, parce que c'est, pour nous, on pense que le développement économique passe par un ancrage au niveau du territoire et que les acteurs de l'ESS soient consultés, intégrés dans les schémas de développement économique, puisque chaque région doit établir son propre schéma, et que l'économie sociale et solidaire soit vraiment partie prenante dans ce cadre-là. Et puis, la région a amorcé un certain nombre de dispositifs, notamment, Bernard, je sais que tu as déjà participé sur ce qu'on appelle le dispositif émergence, hein, qui essaie de faire émerger sur les territoires de nouveaux projets. Et là, voilà, ce qu'on attend. Alors, bien sûr, si je traduis en euros, évidemment qu'on souhaite avoir les moyens de mener cette animation qui va éloigner l'élu tout de même du territoire, pour le coup. Hein. Donc, selon leur mode d'organisation, ça va être un peu compliqué hein, de bien connaître ce territoire de la future Franche-Comté, qui est tout de même pas le plus grand de France, mais qui est certainement le moins peuplé.
Ça, c'est tout de Elle même... donne une belle distance aussi. Voilà, donc même à peu près, hein, voilà, en population au niveau national. Mais voilà, ce qu'on attend, nous, c'est essentiellement que, voilà, alors, il y a encore des efforts à faire, notamment sur ce qu'on appelle les achats responsables. Ça veut dire qu'à un moment donné, eh bien, toute cette législation européenne, notamment sur les appels d'offres, etc., éloigne de plus en plus la collectivité de son producteur local, puisque quand il écrit son cahier des charges, il n'a pas le droit d'intégrer la proximité de l'entreprise. Quand vous choisissez quelqu'un, une communauté de communes, fait un appel, elle a un producteur sur son territoire de repas, mais elle n'aura pas le droit d'intégrer dans le cahier des charges la notion de proximité pour lui attribuer des points qui vont le qualifier, etc. Donc c'est sur ces éléments-là aussi qu'on aimerait avancer en disant attention, ces réglementations qui éloignent, il y a des collectivités tout de même, enfin je le sais notamment au niveau départemental, où il y a une incompréhension réelle d'entreprises de Haute-Saône qui ne sont pas choisies même pour des fournisseurs de matériel de bureau, etc., au profit d'un fournisseur qui va être à 200-300 km. Donc, tout ça, c'est un des éléments sur lesquels nous, on espère peser, en tout cas sur notre région. On est relativement bien écoutés. Je ne peux pas dire que jusqu'alors, que ça soit en Bourgogne ou en Franche-Comté, il y a eu des avancées réelles de ces politiques, mais, comme on dit, peut mieux faire, et surtout, je crois que l'idée que le développement économique dans des départements et des régions comme les nôtres passe par l'ancrage sur le territoire, je crois que c'est quelque chose pour nous de primordial. Le problème de la déréglementation dont tu parlais tout à l'heure est un réel problème qui va à l'encontre de ce que tu dis. C'est un danger, c'est pas un danger. Bah, je vous invite à revoir la séance précédente sur Internet, parce que là on en parle de toute façon très approfondie. Oui. Ah, le TAFTA, c'est quelque chose. Alors, est-ce que vous avez des questions avant que je parle de points importants J'en ai une, mais très difficile à formuler. Est-ce que l'ubérisation du monde va à l'encontre de l'économie sociale et solidaire? On en parle après. Ou est-ce que vous pouvez la squeezer et la... Le critère de proximité, d'ancrage au territoire, Non, on peut il est quand même imaginer, essentiel. j'ai un ordinateur, voilà, puis j'invente un site en Panonéa, et puis je vais faire la même chose finalement, mais avec beaucoup de profit, autre chose derrière. Voilà. Un site coopératif. On est obligé de répondre. C'est quasiment... Non, moi je ne réponds pas à ça, parce que évidemment qu'on peut se poser beaucoup de questions sur ce type de développement qui utilise au départ l'esprit, on va dire, solidaire, de partage, pour arriver à en faire du business. Voilà. Donc, oui, mais moi je vois dans mon entourage, des gens n'en ont vraiment pas conscience, quoi. Ben oui. Ils vont plutôt applaudir des deux mains. Et les taxis ne sont pas très contents non plus. Oui, mais pour d'autres raisons, à cause de leur licence. Ben bien sûr, non mais voilà. Mais bon, je ne veux pas relancer le débat là, parce que si on va là-dessus, il y a bien d'autres encore secteurs à exploiter et qui sont effectivement aujourd'hui, qui ont démarré avec un esprit solidaire et qui dérapent vers une marchandisation liée aussi au progrès technique. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Vous pouvez prendre votre téléphone, vous avez tout de suite la proximité, vous êtes en contact avec qui vous voulez, quand vous voulez, etc. Donc tout ça change beaucoup de choses, y compris d'ailleurs dans mon propre secteur d'activité. Donc du coup, à l'inverse, c'est un outil à prendre absolument en considération pour l'ESS. Moi je pense que l'ESS, c'est la finalité qu'il faut voir. Comme on l'a dit tout à l'heure, à travers les valeurs qu'on veut développer, c'est si la finalité n'est que de faire du business et de faire du profit, mais à quoi sert ce profit? Nous, comme l'a dit Émilie tout à l'heure, l'ESS, elle n'est pas condamnée à faire des pertes, elle n'est pas condamnée non plus à ne pas produire de bénéfices. Elle se pose la question de qu'est-ce qu'on fait de ce bénéfice et comment on l'utilise. Donc c'est là qu'il faut se poser la question. Et c'est là qu'est toute la différence. Et parfois, il y a des incompréhensions autour de ça, réelles. Et des fois, il y a de quoi
aussi, moi qui côtoie assez régulièrement un certain nombre de structures, notamment coopératives, on a de quoi se poser des questions. Puis on a des exemples coopératifs en Haute-Saône qu'on ne va pas rappeler, mais qui n'ont pas été tout de même des exemples moteurs. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, non, voilà. Bien. Voilà, bon, j'arrête là parce que le débat est intéressant. Bah, si vous voulez parler en direct à la fin, vous pouvez venir voir les intervenants, il n'y a pas de souci. Alors moi, j'avais noté quelques points que j'ai oublié de vous dire en début de soirée. Martial Olivier Coheret a fait une émission sur France Inter, Le téléphone sonne, qui est disponible en podcast directement sur la page web de l'Université populaire, sur la page qu'il a fait sur l'ADN, que vous retrouverez directement sur le site. J'insiste sur le point qu'il a décalé sa séance de 15 jours, donc Alzheimer se fera le 15 décembre, mardi 15 décembre, au lieu du 1er décembre, parce qu'il est à Paris pour des problèmes encore avec le ministère de la Santé, donc il sera là le 15 décembre. D'autre part, le 8 décembre, donc pour les Fab Labs, on aura France Bleu qui sera là avec M. Fernandez qui va venir faire une émission. Les Fab Labs, c'est un sujet très important parce que ça cogite pour un partenariat avec les industries du secteur pour les aiguiller, les aider à trouver des pièces rares ou des choses comme ça. Enfin bon, il y a tout un système qui va se mettre en place, mais il va nous expliquer ça très bien. Quant à France 3, avec les événements tragiques qui a eu lieu à Paris, il y aura un petit peu de retard, donc sans s'étonner, c'est tout à fait normal de gérer ces urgences. D'autre part, donc, vous retrouverez bien sûr d'ici quelques jours tout sur les pages de l'Université populaire. Je dirais pour samedi ou dimanche, je pense avoir fini de travailler sur cette page. Donc vous retrouverez, je pense avec votre accord, le PowerPoint, bien sûr la bande audio, les vidéos, enfin tout comme d'habitude, y compris l'entretien de France Bleu, puisque Madame Geoffrey est passée sur France Bleu lundi soir à 17h45, donc il sera aussi disponible. Et puis, vous avez vu que j'ai pris des photos du public. Je vous demande votre accord pour les exploiter. Parce qu'il y a des personnes qui n'apprécient pas forcément de se retrouver sur des photos. C'était à la demande peut-être des intervenants. Plus pour moi, pour mes archives. Voilà, pour les archives. Est-ce que ça vous pose des soucis ou absolument pas? Il faut mettre dans le rapport, dans le... D'accord. Donc voilà, écoutez, là c'est bien, on va faire une pause de 15 jours, ça vous permettra d'assimiler tout ça. On se revoit le 8 décembre pour les Fab Labs. Et puis je vous remercie d'être venus. Puis je pense qu'on peut les applaudir.